vendredi 10 janvier. Euh, j'ai une série de thèmes que finalement j'ai piqué un titre ou une partie d'un titre à quelqu'un, je ne sais plus qui c'est. En tout cas, dans mon corps, il y avait, je crois, une partie comme ça, dans mon corps. Je vais décliner ça un peu de façon un peu classique, un peu attendue, mais dans mon cœur, dans mon âme, mes rêves, dans mon passé, dans mon avenir, etc., etc. En tout cas, là, je vais commencer par dans mon corps. Et en fait, le moi, il faut l'oublier. Moi, je n'existe pas. D'abord parce que je ne suis que l'exécuteur des volontés de la langue et voilà. Je suis obligé de suivre la voie que me trace la langue et je ne peux en dévier en aucun cas. Donc je suis déjà dans une position où je ne suis pas moi-même. Si les mots pouvaient me définir, je dirais oui, mais je trouve que les mots ne me définissent pas. Mais par ailleurs, sauf que les mots que j'utilise sont les mêmes mots que quelqu'un d'autre pourra utiliser. Donc finalement, il y a ce que je recherche, c'est que mon propos ne soit pas un propos individuel, purement tourné vers moi-même et vers une exploration de ce que je suis, ce que je ne veux en aucun cas suivre. Je veux parler de moi comme d'un élément, comme d'une composante d'un corps ou d'un organisme social plus grand. Je suis un élément et souvent on dit oui, l'élément qui compose la totalité. Donc un élément essentiel mais qui essaye quand même de ne pas parler pour lui-même, qui a le droit évidemment peut-être justement de revendiquer une individualité, mais qui ne doit pas faire oublier la réalité de son inscription dans quelque chose de plus grand. Alors, ne serait-ce que le fait d'appartenir au règne du vivant et le règne des mammifères, etc. Dans mon corps, il y a l'affirmation de cela. Je suis un corps vivant qui a des besoins, qui doit qui évolue, qui change, qui se transforme, qui perd de sa force, qui perd de son entrain. Hier, j'ai pensé à cette chose. J'ai un problème avec la webcam. Donc, elle fait des... j'espère que le son n'est pas trop... qu'il n'y a pas comment dire, cette autofocus, cette mise au point permanente qui peut interférer dans comment dire, peser un peu et quelque peu être assez ennuyeuse. J'espère que ça ne se produit pas. En tout cas, voilà, donc j'ai pensé à une chose. Nous avons des phases. Et c'est facile à constater parce que nous avons toujours les exemples en quantité devant nous. Nous voyons que nous commençons dans une phase et nous passons à une autre phase, etc. Et devant nous, il y a toutes les phases possibles. Donc nous savons. Donc il y a un moment, une phase pendant laquelle on est en plein puissance. Et puis dire, le terme n'est pas le bon, en tout cas on est dans une sorte d'étance particulière. Il y a là une énergie comme, par exemple, j'ai eu cette pensée en regardant des adolescents un peu jouer dans une sorte de film, enfin je sais pas, je sais plus ce que c'était,
En tout cas, les adolescents qui jouent, dans les histoires d'adolescents, il manque l'élément. À un moment donné, on a pensé mettre de l'odeur, dans le cinéma. En fait, faire en sorte que l'action soit non seulement représentée par la musique, mais aussi par les odeurs qu'on diffuserait. D'accord, les odeurs, voilà, bon, peut-être comme à des moments précis, à des moments importants, on va diffuser une odeur, mais c'est pas évident. Les odeurs, il y en a parmi eux qui ne sont pas très intéressants. Quand il y a une odeur de décomposition, là on va pas la diffuser. Alors, déjà on ferait un tri. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est de diffuser un peu le remugle, un peu le mélange d'hormones qui peut exister dans une ambiance où il y a beaucoup de jeunes et ces jeunes sont hautement producteurs d'hormones. Alors l'air doit être chargé et surchargé en hormones. C'est la chose qu'on oublie. Chaque fois il y a une imprégnation, ça doit imprégner l'air. Chaque fois qu'il y a des adolescents, il y a là un fort, je peux dire, rayonnement hormonal. Ça diffuse dans tous les coins. Et ce fort potentiel hormonal nous faisait un peu voir les choses d'une façon un peu forte. La capacité d'engagement que nous pouvions avoir, le décuplement, le fait que les émotions étaient suramplifiées. Voilà la chose qui échappe. Mon corps, j'ai connu ça, je peux m'en souvenir. Je peux aussi un peu forcer le souvenir. C'est ça aussi, le corps par rapport au souvenir. Le souvenir qui devient une sorte d'hypothèse. Voilà, c'est quelque chose d'un peu infra, ce n'est plus très sûr, mais on maintient les apparences. On sauve un peu les meubles, malgré tout, on continue d'affirmer que cette chose s'est passée comme ça et comme ça et comme ça. Même si on l'a peut-être modifiée, on l'a réécrite. Voilà, ça c'est ce que le corps fait. Dans mon corps, il y a une transformation du souvenir, une transformation de la matière même de nos souvenirs, une transformation de nos impressions, une transformation de nos vies, enfin du ressenti. Voilà, le ressenti d'un moment, il est peut-être perdu à jamais. Donc on va quand même essayer de le maintenir en vie, mais on maintient quelque chose qui n'est plus là. C'est juste un vestige. Voilà, donc le corps qui change, voilà, une donnée intangible, vérifiable à chaque instant. Dans mon corps, il y a quoi? Il y a des marques, il y a des choses qui me ramènent à quelqu'un, qui me ramènent à une continuité, à une antériorité. Voilà, j'appartiens à une lignée, voilà, j'appartiens à une histoire. Alors c'est plus une histoire biologique qu'autre chose. Il y a des gens qui se sont rencontrés et le résultat est là devant moi, c'est moi le résultat de cela. Alors je connais rien de ces gens ou pas grand chose, je sais pas qui les a fait se rencontrer, est-ce que c'est un plan décidé par la biologie plus que par un autre déterminant. C'est la biologie qui fait que les gens se déplacent et vont plutôt fonder des familles loin de leur point de naissance. Oui, il y a des gens comme ça qui partent très loin pour des raisons économiques, soi-disant, mais en fait c'est peut-être pour des raisons beaucoup plus profondes et qui sont difficiles finalement à débusquer. Et le gène, la biologie joue un rôle, je pense, majeur dans cette affaire-là. Et donc voilà, donc ce qui me reste, c'est moi. Alors je peux dire, cette main, elle a de fortes probabilités qu'elle
qu'elle soit la reproduction ou une sorte cette main, il est possible qu'elle, finalement, qu'elle ressuscite une autre main. Et je ne sais pas à qui je la dois. Est-ce que cette main appartient à une personne ou appartient à un groupe de personnes? Mais dans cette histoire de gènes, quelque chose peut remonter de très loin. Est-ce que ça appartient au grand-père de mon grand-père ou au grand-père de ma grand-mère je ne sais pas, on ne peut pas. On fait que dans l'hypothèse la plus, ça veut dire la moins assurée possible, mais c'est une hypothèse qui quand même, qui a le droit, qui a sa légitimité. Et après, donc, il y a tout. Alors, par rapport à l'apparence et par rapport à ce que j'ai à l'intérieur. Malheureusement, ce que j'ai à l'intérieur va rester à des chances, ou plutôt à la malchance de rester un petit peu à l'intérieur, prisonnier à l'intérieur. Je n'ai pas fait, je n'ai pas donné naissance, et donc je ne sais pas. Donc, évidemment, si j'avais eu un enfant, il m'aurait ressemblé un peu, mais il aurait peut-être été une sorte d'actualisation d'un ancêtre lointain, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il y a toujours, c'est la pochette surprise, je récupère ça de quelque chose là, c'est l'aléatoire, c'est le hasard. Il y a toujours quelque chose qui va s'exprimer, qui va être dominante dans ces histoires de biologie. Ce n'est pas toujours... et on voit un enfant qui est le nôtre, mais qui a aussi quelque chose. Alors, il peut aussi, là aussi au niveau de sa progression et son ascension dans la vie, il peut naître avec un aspect, puis finalement en changer. Soit au début il nous ressemble, puis après il nous ressemble beaucoup, puis après il commence à se différencier. C'est une affaire un peu complexe, mais c'est pas d'une complexité, je veux dire, inintéressante. C'est là où il y a quelque chose qu'on pourrait essayer essayer d'aller connaître ou approcher. Voilà, donc il y a ce corps, j'ai une mission. Voilà, comme nous tous, nous avons la mission d'assurer la continuité. Aujourd'hui, nous sommes défaillants. Le problème, c'est pas que je sois défaillant, c'est que beaucoup de gens à côté le sont aussi. Alors, dans cette défaillance qui commence à être assez massive, là, il y a un problème. Je ne prêche pas pour ma paroisse, et si je ne fais rien pour mes ancêtres, je ne fais rien, mais si tout le monde commence finalement à laisser tomber cette responsabilité, voilà, nous avons la responsabilité d'assurer la pérennité de notre lignée, de nos lignées, de la lignée humaine, etc. Pourquoi? Je n'en sais rien, et c'est une question qui ne peut pas être comme ça réglée avec quelques mots. Quand on sait qu'il y a des gens qui, mais soi-même, on peut avoir détesté la race humaine dans sa totalité, qu'on soit complètement misanthrope, et voilà, donc j'ai beaucoup de difficultés à aimer l'être humain et à lui trouver un intérêt ou à lui trouver... Mais je suis aussi un être humain, donc je ne peux pas l'oublier. Donc, dans cette histoire, pourquoi je veux que l'humanité continue d'exister? Parce que j'y trouve un intérêt. Et si on continue, par exemple, de permettre aux gens de se reproduire à leur guise, moi je suis favorable. Je ne veux pas qu'il y ait d'intervention étatique ou autre là-dedans.
Moi, je décide parce que c'est ce qui me plaît. Et puis, je veux en faire 10, je veux en faire 15. C'est le problème de personne, c'est mon affaire à moi. Si je dis, chaque fois, je vais essayer de ressusciter un ancêtre. Donc voilà, et donc, je crée une probabilité, je crée une possibilité. Ah, donc mon corps, donc, par ce lien qui est apparent et qui est aussi un lien caché, et là, c'est le lien le plus important, c'est ce que j'ai à l'intérieur, dans, je sais pas, et dans dans les bourses, ce que j'ai potentiellement qui est potentiellement exprimable ou si jamais voilà. Donc dans cette histoire quand j'éjacule, je pense toujours, je me dis voilà, évidemment ça évolue là aussi, l'éjaculation avec l'âge, ce n'est plus aussi important, c'est un petit peu de liquide, c'est pas... Alors que j'ai jamais été un grand éjaculateur, mais il y a du changement. Donc je ne sais pas si je produis autant de spermatozoïdes qu'auparavant, et sûrement ils sont de moins bonne qualité, mais quelque part une sorte de pensée un peu comme ça, sont légères. Je me dis, chaque spermatozoïde, et on en produit en quantité, je veux dire, en quantité, chaque, et finalement, on sait qu'il n'a que la moitié, le patrimoine génétique qu'il possède. Évidemment, on va devoir, il ne va pas pouvoir l'exprimer de façon totale. Il va devoir s'allier dans l'alliance. Il va finalement fusionner avec un autre patrimoine génétique. Donc voilà la chose. Mais en tout cas, je me dis, voilà, il y a dans chaque... Est-ce que les spermatozoïdes, en fait, finalement, que j'ai produits, donc, est-ce qu'ils avaient une ressemblance, ou est-ce qu'ils partageaient les mêmes caractères, ou est-ce qu'il y avait des différences? Là, je pourrais dire, il y a parmi cette nombreuse descendance avortée, il y a peut-être quelqu'un qui aurait ressuscité un ancêtre très 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 ancien. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'homme qu'on a trouvé, Jabal Igoud, Jabal Iroud. C'est pas 300 000 ans, je ne sais pas quoi, le plus vieil ancêtre qu'on ait trouvé, peut-être de la lignée humaine, la lignée actuelle, qu'on a trouvé justement pas loin de ma ville natale. Mais je sais que cette ville natale, je ne lui appartiens pas depuis toujours. Je suis le résultat d'un mouvement de population. Les gens qui m'ont donné naissance venaient d'un peu partout. C'était des immigrés. Déjà à leur époque, c'était des immigrés et des transplantés. À l'époque, bon, de toute façon, dans tous les territoires, chaque fois qu'il y a un territoire uni, il est possible de se déplacer après les frontières. En tout cas, les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est une création assez récente. Avant, peut-être les gens pouvaient aller plus loin, plus facilement. Mais en tout cas, dans mon corps, il y a donc quelque chose. Ça exprime. Alors, évidemment, c'est peut-être une combinaison assez unique de traits de caractère, de particularités physiques et de particularités mentales. Il est possible qu'il y a aussi quelque chose d'assez spécifique au niveau du mental, et les capacités cognitives que j'avais auparavant, dont j'ai pu disposer, peut-être que je les dois à une personne en particulier, ou plutôt à une sorte à une sorte de mélangisme.
Peut-être que finalement, je ne peux pas dire qu'on est la version améliorée de nos prédécesseurs. Je ne pense pas, ça ne se passe pas comme ça. Si ça aurait été bien qu'à chaque génération, on s'améliore et finalement, à chaque génération, ne sont gardés que les caractères les plus viables, les caractères les plus intéressants. Voilà, toi, tu as la capacité de rêver, on considère que cette capacité est intéressante, alors on va la conserver, on va conserver 10% de rêve, capacité, et puis on va mettre à côté un pouvoir d'anticipation, là aussi c'est un peu lié au rêve, un pouvoir de déduction, un pouvoir d'intuition, on va mélanger tout cela, et un pouvoir peut-être de la capacité de voir loin, de finalement d'entrevoir l'avenir, finalement de pouvoir justement encore une fois anticiper. Qu'est-ce qui finalement fait que j'ai cette tendance à vouloir aller dans la globalité, à vouloir prendre un phénomène mais dans sa relation aux autres phénomènes, ne jamais m'intéresser à un aspect des choses, mais à finalement à la totalité d'une situation, à la totalité d'un problème ou à la totalité d'une menace ou etc. Il faut comme dans une guerre dans laquelle il faut penser à tous les scénarios possibles. La guerre, évidemment, c'est un art qui est enseigné depuis très longtemps, et c'est un art très complexe, c'est un art de savoir, là aussi, prendre la bonne décision compte tenu d'un certain nombre de facteurs, mais toujours agir en pensant, utiliser un élément comment dire, une partie de ses effectifs, mais au bon moment, mais en ayant un peu, comme on peut avoir l'infanterie, la cavalerie, on peut avoir comme on a eu un moment, les sapeurs, on peut avoir comme ça les artilleurs, on peut avoir comme ça des corps de métier pour ce qui est de la guerre, qui sont spécialisés. Donc voilà la guerre. Et puis, dès qu'on parle guerre, on parle finalement même en cas, il faut tout envisager. Il faut envisager la victoire comme la défaite. Comment un peu réduire les effets d'une défaite, comment se retirer en bon ordre, comment, etc., protéger les chefs, les officiers, etc. Donc la vision, c'est une vision d'ensemble. Pourquoi j'ai cette idée de pensée globale et non pas de pensée locale. Évidemment, c'est pour ça que je suis contre le localisme. Évidemment, même s'il semble très, très gentil, très sympa, et a priori, personne n'est contre le fait d'abord de faire travailler ses voisins plutôt que... Mais c'est une régression et c'est un danger pour le commerce entre les nations, car c'est soit on a la guerre, soit on a le commerce. Et quand on a un commerce avec les gens, on n'a pas intérêt à entrer en guerre, parce qu'on a des intérêts à protéger. Donc plutôt échanger, permettre à chacun finalement de trouver un intérêt dans l'échange plutôt que dans la rapine et dans le dépouillement de l'autre. Voilà, je commerce avec toi, tu commerces avec moi, ça va nous profiter à tous les deux. Le commerce plutôt que la guerre, même si on peut parler de guerre commerciale, mais ce n'est pas comme la vraie guerre qui peut détruire l'avenir de tout un pays, de toute une génération, de tout un continent, etc., etc. Voilà, donc dans mon corps,
voilà, j'observe mon corps, je suis là, il est toujours devant moi, ou je sais pas, il m'accompagne, et on ne se parle pas beaucoup, on ne communique pas beaucoup. Et il y a comment dire, il y a beaucoup de parties de mon corps que je ne touche jamais. Quelquefois c'est parce que c'est impossible, quelquefois parce que j'ai un problème physique, je ne peux pas euh, accéder à certaines parties de mon corps. Mais en fait, finalement, mon corps, en dehors en dehors des mains, en dehors peut-être de quelque chose d'autre, mon corps, des parties de mon corps sont réservées à l'usage d'un autre. C'est pour recevoir les caresses, le toucher d'un autre. Et comme j'ai personne, donc je ne vais pas me toucher pour pallier à ce manque. Donc voilà, mon corps est un corps qui est là, qui est présent. Je ne peux pas nier sa réalité, mais en même temps, il y a une distance. Il n'est pas étranger totalement, mais il est étranger quand même un peu. C'est un corps qui, euh, qui, euh, euh, je l'observe, je l'accompagne, je fais des remarques, je l'écoute, j'essaie d'être attentif à ce qu'il peut vouloir me dire, j'en prends soin, mais pas beaucoup, j'assure pas sa pérennité, je suis plus dans une sorte de blocage et j'arrive pas à m'occuper de mon corps. Alors, encore moins évidemment du corps des autres. J'ai un problème avec mon corps. Alors mon corps est un peu prisonnier. Voilà, je ne savais pas que finalement j'allais rentrer un peu dans le cadre la plus haute des solitudes, que finalement j'allais vivre de cette façon. Mon corps, il ne sert à rien. Dans mon corps, il ne se passe plus rien. C'est un corps qui, bien sûr, il est nourri, il est un minimum entretenu, mais ça ne va pas plus loin. C'est un corps qui ne voit pas le soleil, c'est un corps qui... dans mon corps, il y a une absence de vie, il y a une absence de lumière. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la lumière du soleil, enfin, je n'ai pas été exposé à la lumière du soleil, je ne sais même plus à quoi ça ressemble. Je me rappelle une année, mais il y a longtemps déjà, j'étais dehors et c'était en hiver, c'était vers 2 heures de l'après-midi et je m'étais exposé au soleil. Ça n'a pas duré longtemps, le soleil s'est rapidement affaibli, mais en tout cas j'ai pu bénéficier pendant 10 minutes, un quart d'heure d'une chaleur comme ça venant du soleil. C'était très... Mais ça s'est passé il y a longtemps et depuis je n'ai pas refait l'expérience. Voilà, dans mon corps, finalement, j'ai tendance à développer mon corps. Alors il faut que je dise dans mon corps, il faut que je reste sur la proposition, sinon je détruis un peu le thème, enfin, je ne sais pas comment dire, l'idée de départ, c'est-à-dire dans mon corps, il y a sûrement je ne sais pas ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai appris qu'il y a, je ne sais pas combien, 100 trillions de bactéries dans le système digestif. 100 trillions de bactéries. Évidemment, ça laisse songeur. Voilà, mon corps, et dans mon corps, il y a l'affirmation d'une proximité et en même temps d'un éloignement. Je suis très éloigné, très finalement ignorant de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc dans mon corps, il y a une autonomie. Mon corps est autonome et il fonctionne, mais en même temps, il est autonome jusqu'à un certain point. Voilà, finalement, dans mon corps, j'ai du mal à rester dans mon corps. Alors je vais devoir renoncer et je vais juste me contenter dans mon corps. Finalement, a eu le malheur de me rencontrer. On n'a pas réussi à être de bons compagnons, de bons alliés, et finalement, j'ai fait du mal à ce corps. Voilà, j'ai pas été un bon
pourvoyeur en sérotonine. J'ai pas fait du bien à ce corps. Et tout à l'heure, je lisais quelque chose, et pareil, c'était un article ultra court, et parmi ce que ça disait sur les bienfaits de la danse, il disait pour les personnes âgées, alors c'est la salsa peut-être, et la valse, voilà ce qui me reste. Je vais me mettre à danser la salsa. Moi qui aimais danser le hard rock, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus. Alors je vais devoir me contenter des danses réservées aux vieux, Et encore, je ne maîtrise pas ces danses. Mais jamais je ne pourrai avoir dans mes bras une vieille, même vieux, je ne voudrais pas d'une vieille. C'est qui est totalement incompréhensible et ben justement, voilà. Donc toujours le corps qu'on a, justement, dans mon corps, il y a des choses qui se passent, mais je ne suis pas totalement finalement dans le réel ou dans l'adéquation avec ce qui se passe. Soit je vois mon corps plus jeune qu'il ne l'est. Je vois mon corps comme il n'est plus. Je le vois, même quand je vois une barbe blanche, ben finalement, je sais que ça peut impressionner certains et c'est un indicateur assez, comment dire, les gens s'alignent sur cela pour vous désigner une place en société. Si je monte peut-être dans un transport public, peut-être pas tout de suite, mais dans pas longtemps, si je continue à avoir cette barbe blanche comme ça, on va me céder la place. On va me dire, venez monsieur, asseyez-vous. Bien sûr, c'est comment dire, c'est un aboutissement qu'on a toujours appréhendé, mais on va y arriver. Peut-être qu'on sera content que ça existe encore, que cette pratique-là de désistement continue d'être entretenue, mais en tout cas, voilà, ce sera l'aboutissement et l'accomplissement, le mauvais accomplissement plutôt. Les choses ne vont pas toujours selon une linéarité, j'allais dire, logique, etc. Il faut accepter finalement de ce rapetissement, cette réduction de soi, n'être plus que quelque chose de moins, de moins. On n'est plus dans le moins, on n'est plus dans le plus. On doit renoncer, c'est une série de renonciations. Alors dans mon corps, il y a des traces. Des traces. Ce corps, j'avais essayé à un moment donné de le mutiler. J'étais toujours très perplexe par rapport à ces choses, à ces marques sur le corps. Je me rappelle de 2 personnes qui avaient été, même 3 personnes, qui avaient été défigurées par une sorte de, je ne sais pas comment on l'appelle, une éraflure. Enfin, en tout cas, il y avait sur leur visage. Et je pensais que, logiquement, puisque tout se construit, je pensais qu'à un moment donné, le tissu allait retrouver sa nature première, que quelque part, ça va se résorber. Je ne sais pas pourquoi ça ne se résorbe pas, puisque on pourrait considérer que toutes les cellules finalement sont changées. Donc on va revenir vers le schéma d'origine qui veut que la chose soit... Mais justement non, la preuve par les rides, la preuve donc finalement les balafres ne disparaissent pas, même si tout le support, tout l'épiderme est changé au bout de je ne sais pas combien de temps. Donc la balafre, finalement, elle va défier ce processus. Et en tout cas, par rapport à ces marques corporelles, c'est vrai qu'on teste
on teste, il y a une sorte d'attirance, une sorte de... on se demande toujours, les gens qui se sont ouverts les veines, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que moi, j'ai pris un cutter qui était tout neuf, et j'ai fait des traces. C'était pas profond. Le problème, c'est que ça brûle. Donc, on fait ça, mais toujours pas de façon. Il n'y a pas. On cherche plutôt à fuir la douleur. On fait ça un peu, non pas superficiellement, parce que ça reste pendant quelques semaines, mais ça disparaît. Alors c'est parce que c'est superficiel que ça disparaît, et donc que les balafres ne disparaissent pas parce que c'est beaucoup plus profond. Ça a traversé les couches de l'épiderme et donc ça va rester. Alors, voilà, donc j'ai fait cette chose-là, c'était assez particulier parce que c'est l'expression. Autant les mutilations corporelles, tribales, etc., là aussi marquent une appartenance. Le corps, on essaie de le... quelquefois, c'est la coiffure, c'est le vêtement, c'est peut-être laisser la barbe ou l'enlever. C'est ça, l'utilisation du corps pour transmettre un message ou pour donner une idée sur ce qu'on est. Mais utiliser son corps comme un support pour, non pas un support publicitaire, mais pourquoi pas, je fais la publicité de ce que je suis. Je suis dans une situation, alors je dois déclarer cette situation, et comme je ne peux pas la déclarer à tout le monde par les paroles, je la déclare de façon comme ça, de façon à ce qu'elle soit visible par tout le monde. Comme à un moment donné, on peut, comme ces gens qui se sont ajoutés des sortes d'implants, etc. Mais on peut aller plus loin. Donc, et en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir une marque permanente, mais d'avoir des marques qui disparaissent. Comme on pourrait écrire une phrase, ce n'est pas le tatouage, parce que le tatouage, c'est un non-sens. Il y a des choses qu'on a envie de garder pendant quelques mois, simplement quelques mois, mais pas toute sa vie. Donc, avoir quelque chose, donc on pourrait utiliser des peintures, on pourrait utiliser, seulement on n'a pas toujours la possibilité, parce qu'on doit cacher nos corps pour des tas de raisons. Donc, à part porter un vêtement, mais on pourrait se promener aussi avec une sorte... Être l'homme sandwich, je reviens encore sur la publicité, l'homme sandwich de sa propre cause. Je me promène dans la rue, là c'est pas interdit, en affichant des idées, en disant des choses, en expliquant des choses, puisque de toutes les façons, c'est uniquement dans l'espace public que les choses peuvent donner un résultat, alors que dans l'espace de l'Internet et cet espace dit virtuel, rien ne se passe. De toutes les façons, les gens qu'on rencontre sur cet espace numérique, pour aller plus loin, il faut les rencontrer physiquement. Et donc, tant qu'à faire, pourquoi ne pas se abréger, pourquoi ne pas passer l'étape de la connaissance ou de la rencontre numérique pour aller directement vers une rencontre physique. C'est la chose qui a toujours marché, qui a toujours bien fonctionné, et c'est ce qui va rester. Il y a des chances de se pérenniser, alors que finalement, l'espace numérique est un espace, on va dire, qui est menacé, là encore, pour des raisons multiples. Ah, dans mon corps, il y a eu l'expression. Alors, c'est vrai, dans mon corps, j'ai pas toujours besoin d'inscrire des choses. Les gens lisent ou déchiffrent des choses. Le corps est... il suffit d'être aperçu pour quelqu'un pour qu'il projette. Là, on parle de la force de l'imaginaire dans sa version souvent la moins favorable, la moins ouverte.
et tout de suite il y a, on vous colle des choses, l'expression est bonne, on vous colle des choses, alors on vous colle une étiquette, voilà simplement, et ça n'a pas besoin d'être physique pour agir, une étiquette, voilà, celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, c'est quelque chose d'assez conséquent. Voilà, il y a une série d'étiquettes, une série qu'on applique sur les corps qui ont une spécificité dans l'espace public. Et je suis quelqu'un qui est assez spécifique, assez minoritaire pour être l'objet d'une discrimination et d'une sorte de traitement à part. Et voilà, donc dans mon corps, j'ai pas réussi finalement à dire dans mon corps. Dans mon corps, il y a quoi alors? Cette chose qu'on a envie de dire, il est quelquefois le problème de savoir si on n'est pas dans la répétition. On fuit toujours la répétition, c'est clair, mais comment finalement parler il est toujours difficile voilà comment on peut éprouver difficulté à parler de soi. Déjà, on ne veut pas, mais même quand on veut, on n'y arrive pas toujours. Dans mon corps, il y a des vestiges, il y a des traces qui, au moment même de leur commission, au moment même de leur survenue, étaient déjà fugaces. Et j'ai reçu, je ne sais pas, la dernière fois que j'ai étreint quelqu'un, et j'ai étreint mais sans ressentir réellement quelque chose, et plus étreint pour faire plaisir que pour obéir à quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai étreint personne réellement et profondément. Dans mon corps, il y a une absence. Il y a un vide. Il y a un vide abyssal, voilà, je trouve le mot, donc je l'utilise, un vide abyssal. Pouf. On n'entend jamais, on lance une pierre, on ne l'entend pas. Ça continue de tomber, voilà, et on ne sait pas. Il y a un vide, il y a... Dans mon corps, il y a... Il y a comme des sortes de marquages. Alors autant, comme à l'époque on marquait les esclaves, ou on marquait les réprouvés, on pouvait avoir un marquage pour les esclaves, mais aussi pour les rebelles et pour les hors-la-loi, quelque chose qui serait visible tout le temps, vu de tout le monde. Voilà, il y a une sorte de marquage. Mon corps est marqué par des blessures. Alors évidemment, comme tout le monde, on a chacun ses blessures. Alors ces blessures sont quelquefois très encore ouvertes. Certains sont guéris, mais comme s'il y avait des amputations. Voilà. La chose que je n'ai pas réussi à dire hier, c'est cette histoire d'amputation. J'avais des rêves, j'avais des choses que je pouvais finalement atteindre, et la rencontre avec des gens a fait que je m'en sois amputé. Je ne peux plus disposer. J'ai une main, j'ai deux mains même, j'ai deux jambes, mais ces jambes-là sont comme absentes. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a mis dans la situation d'une sorte d'handicapé
d'handicapé, je ne sais pas comment le dire, handicapé moral ou handicapé mental, en tout cas je ne peux plus agir. Donc dans mon corps, il y a une absence, il y a un vide, il y a, il y a des parties il y a des parties qui n'ont plus la même substance que le reste. Le corps, le cœur, il ne, bien sûr, il remplit encore sa fonction, mais il n'a qu'une fonction. Il n'a plus toute la palette des fonctions. Mon cœur ne bat plus pour personne, ne bat plus. Donc finalement, il est là. Voilà, il est comme s'il avait été un peu oublié, comme s'il avait été un peu... il est mal aimé. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Parce que justement, c'est toujours le problème. Dans mon corps, ça bloque un peu. Alors, dans mon corps, il faut visualiser les choses. Donc, dans mon corps, il y a encore la trace d'un pas que j'ai fait. Et il y a des pas dans mon corps, il y a le souvenir d'un élan. J'ai du mal à développer ça comme ça. Il y a le souvenir d'un élan. Un jour, j'ai eu un élan. Et un jour, j'ai été heureux de pouvoir finalement arriver à m'appliquer à moi-même quelque chose que j'ai vu ailleurs. Un jour où j'ai fait baisser mon centre de gravité, je me rappelle, j'accompagnais quelqu'un en montagne et cette personne n'avait pas l'impression donnait pas l'impression de souffrir. Et moi, je souffrais. À un moment, je me suis dit, tu vas pas rester là debout. La personne était plus grande que moi, mais moi je suis déjà assez grand. Et donc face à la gravité, donc tu vas plutôt t'aplatir. Tu vas suivre un peu ce que font d'autres êtres. Tu vas utiliser tes membres. Plutôt mon dos, la position debout me fait souffrir au niveau du dos, au niveau des reins. Donc je supprime cette source de souffrance et j'avance. Et finalement, j'ai réussi à avancer et je ne chutais, j'avais plus peur de chuter puisque je m'accrochais, je montais, je montais comme si j'étais un singe. Voilà, comme ça. Donc je m'appuyais sur mes mains utilisées et non plus mes pieds. J'utilisais mes mains et je m'accrochais. Donc vraiment, j'ai un peu j'ai pu ainsi régler ce problème de douleur ou de souffrance pendant la montée. Après, en montagne toujours, mais beaucoup d'années plus tard, j'ai affiné le truc. Et finalement, là, c'était une descente, c'était pas une montée. C'était la différence. Donc j'avais vu des gens qui faisaient des sortes de performances en courant tout le long des montagnes. Et je me suis dit à un moment donné, toujours le problème, comment ralentir sa descente, comment contrôler, etc. J'ai fait baisser, j'ai fait baisser mon centre de gravité, ainsi j'ai pu assurer mes pas et courir en même temps. Ce qui était, et je courais sans ressentir de fatigue. Donc c'était assez intéressant. Voilà donc mon corps, il a que ça. Oui, il a un souvenir de douleur, un peu une sortie à la neige, où vraiment j'avais une paire de gants, je l'avais passé à quelqu'un et après j'ai trop souffert, donc j'ai récupéré ma paire de gants, mais déjà la paire en elle-même, c'était une paire, je sais pas, c'était pas la paire, comme les paires qu'on trouve maintenant, qui assurent vraiment une isolation parfaite. Là, c'était des gants qui étaient les gants ordinaires, quoi, qu'on avait dans les années 80. C'est vraiment
C'était pas sérieux, mais voilà. Quelqu'un qui n'est pas habitué au froid, voilà, il sait pas comment, il sait pas quoi faire, il sait pas comment s'équiper. Voilà, donc il reste dans ce corps, toujours la thématique dans mon corps est toujours difficile. Alors mon corps, je peux parler. Mon corps, il vibre. Mon corps, il vibre plus. Mon corps, il, il, il patiente, il attend, il espère. Mais si je change, je reviens dans mon corps, oui, dans mon corps, il y a l'écho d'une ancienne plainte, l'écho d'un ancien chant. Oui, voilà, dans mon corps, il y a encore ces échos-là qui se répètent, voilà. Et puis l'écho d'un gloussement, l'écho d'un rire, l'écho d'une assemblée, l'écho d'un bouchon de champagne qu'on décapite. Voilà, des choses comme ça qu'on peut mettre. Oui, mon corps se souvient, bien sûr. Il se souvient de beaucoup de choses. Et j'aimerais bien. Dans mon corps, il y a encore les échos de choses qui font mal, des choses indésirables. Pourquoi je ne peux pas faire le tri? Ça je garde, ça je garde pas, ça je garde, ça je garde pas. Et voilà, comme si j'ai des actifs douteux à la banque. Et voilà, je règle, je solde un peu ces actifs, plutôt que d'attendre, je sais qu'il y a de fortes chances pour que cela n'aboutisse que sur encore plus de pertes. Alors, je vais me défaire en perdant. Alors, dans cette opération, je limite les dégâts d'une certaine façon. Alors, on me dit, tiens, ton souvenir douloureux est lié à un autre souvenir qui lui est agréable. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Si tu veux effacer le souvenir indésirable, tu vas devoir aussi effacer l'autre. Mais je peux accepter. Je peux accepter de sacrifier les deux. Ça ne me dérange pas. Puisqu'à la fin, je sais que... je sais pas. Quitte à perdre tous mes souvenirs, je préfère déjà perdre les douloureux et les non, ceux qui finalement m'ont toujours empêché de vivre et me sentir, de me sentir conquérant, de retrouver, etc. Et après, je peux me reconstituer de nouveaux souvenirs, mais en essayant de toujours rester à l'abri des situations qui vont peut-être me conduire à me sentir dévalorisé, etc. À une certaine époque, je prenais le risque d'être maltraité. Aujourd'hui, je ne le prends plus. Je sais, justement, j'ai la possibilité d'anticiper et de m'arranger, quitte à sortir si quelque chose qui doit m'indisposer. Je préfère plutôt m'en éloigner plutôt que de prendre le risque de l'indisposition. Voici donc, dans mon corps, je n'ai pas réussi à traiter ça comme il aurait fallu, toujours selon la phrase. Après, voilà, donc je vois que c'est pas évident dans mon corps, dans mon cœur. Oui, c'est un peu la même chose, mais je veux un peu segmenter ça et traiter ça au fur et à mesure. Donc j'ai commencé par dans mon corps, et après je passerai à autre chose, mais même si je ne suis pas totalement dans les meilleures conditions possibles, ben, je prends quand même le risque. Et fondamentalement, c'est ce travail qui est là, j'appelle ça travail,
peut-être que ça en est pas, mais ça représente un travail quand même. Pour moi, ça représente un effort. Et donc ce travail, cette prise de parole, bien entendu, j'aurais aimé mettre dans ma bouche d'autres mots. Évidemment, j'aurais aimé... il y a des gens qui ont rencontré l'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui n'a rencontré que la petite et très petite histoire. Et quelquefois, rencontrer l'histoire, ça peut finir mal. Il y a quelqu'un qui vient d'être assassiné il n'y a pas longtemps, et c'était quelqu'un qui était honoré, etc., pour le rang qu'il avait. Il a rencontré, je ne peux pas dire qu'il a rencontré la grande histoire. Voilà, et déjà, je dis une chose, et déjà, je suis obligé de prendre mes distances, de l'affaiblir. Un argument que je dois affaiblir. Parce que finalement, sa renommée et sa gloire, il l'a faite dans la douleur et dans la guerre et dans la souffrance. Soit la souffrance qu'il a reçue, soit la souffrance qu'il a donnée. Alors finalement, quitte à choisir, je préfère vivre dans la petite histoire et vivre de façon anonyme plutôt que... Parce qu'il n'y a pas de gloire finalement sans larmes et sans douleur. Soit la douleur qu'on occasionne aux autres, soit la douleur qu'on reçoit, je n'en sais rien. Je dirais Napoléon qui a été un grand assassin, là aussi, un grand pourvoyeur de guerre et de souffrance sous tout un tas de prétextes, mais en fait il a causé le malheur de beaucoup de peuples, non déplaise aux Français. C'est un mauvais. C'est quelqu'un qu'il faut abolir, il faut sortir. Ben à la fin, il a fini exilé, il a fini... mais bon, il était quand même bien traité, il avait quand même un certain rang. Il n'a pas été assassiné, peut-être qu'il a été assassiné, c'est ce qu'on dit, mais pas déchiqueté par une bombe. En tout cas, on l'a peut-être empoisonné, mais je ne sais pas s'il a souffert ou s'il est mort progressivement. Voilà comment, en tout cas, comment dire, avoir une histoire, c'est courir le risque de devoir soit recevoir soit être victime de violence, soit donner de la violence. Alors, voilà donc mon corps à moi est un corps ordinaire qui n'a pas beaucoup connu les grandes épreuves qu'ont traversé d'autres peuples pendant le XXe siècle. Bien sûr, je n'ai pas fait face à une guerre, je n'ai pas fait face à une crise économique d'ampleur, je n'ai pas été dans la privation, même si j'ai été dans le besoin, mais pas dans la privation. J'ai toujours mangé, donc peut-être chichement, mais j'ai toujours eu quelque chose à mettre sous la dent. Et voilà, donc, et après, j'ai eu la possibilité de faire mes choix, et j'ai fait des choix où j'ai préféré un peu ne pas choisir, et finalement, je paye le prix, mais je paye le prix d'une sorte d'avoir voulu, finalement, d'un choix ou d'une volonté, voilà, propre. Je suis en grande partie responsable de ce qui m'arrive et ce qui arrive à mon corps. Et dans mon corps, voilà, il y a un moment, je ne sais pas, on voudrait transmettre, on voudrait qu'il y ait l'expression d'une douleur, mais d'une douleur transfigurante. C'est vrai que le Christ sur la croix, c'est quand même, quelquefois, c'est représenté avec une expression qui n'est pas une expression d'apaisement, etc., une expression de douleur et de souffrance. Ah, le Christ sur la croix, il était en train d'agoniser, il était mal. Donc il avait les traits, il pouvait avoir les traits crispés, et ce qu'on doit représenter, c'est un rictus. C'est le rictus de la douleur, ou le rictus voilà, d'une grande souffrance.
Donc, quelquefois, le Christ est souvent un peu sur la croix, mais tout de même, le visage relativement, pas neutre, mais presque. Il exprime une sorte de paix intérieure. Voilà, en fait, on voudrait faire que le corps reflète, voilà, un corps caméléon qui reflèterait un peu les humeurs du moment. Voilà, je voudrais passer le message d'une grande souffrance, et il faudrait que ça se voit. Alors, soit je prends un masque, j'utilise un masque, soit j'essaie de refléter quelque chose d'intérieur, de la refléter à l'extérieur, ce qui n'est pas du tout évident. Et alors, ça, c'est moi qui parle de moi, mais déjà, j'ai du mal, moi, à me voir tel que je suis. Alors, évidemment, je doute que les gens me perçoivent ou me perçoivront jamais comme moi, je voudrais qu'ils me perçoivent. Donc, des deux côtés, il y a une impossibilité et on doit vivre avec. Parce que nous aussi, on est dans la même situation, on regarde les autres et on voit des choses et on fait des déductions qui ne correspondent pas au ressenti intérieur de la personne. On a dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, mais vous devriez, qu'est-ce que vous faites encore sur Terre? Il y a longtemps, je veux dire, quelqu'un d'assez âgé, pour moi c'était une chose comme ça, quelqu'un d'âgé, il doit être dans une sorte de pacifisme. Il ne doit pas revendiquer, il ne doit pas rouspéter, il ne doit pas être dans la violence ou dans... Et pour moi, c'est quelqu'un qui doit, quand on est croyant, il doit se préparer à rejoindre finalement son Dieu, ou alors, si on n'est pas croyant, on va dire, quelque part, il faudrait qu'il soit un peu déjà dans l'attitude de celui qui n'est plus là. Et en fait, c'est une erreur dans le sens où, en fait, la personne, nous, on la voit extérieurement, on se dit, elle a 80 ans, mais en fait, ou elle a un âge très avancé. En fait, elle ne se perçoit pas du tout comme ça. Elle se perçoit dans une continuité qui n'a rien à voir avec la biologie ou avec la physiologie. C'est autre chose. On n'est jamais totalement en adéquation, en harmonie avec notre âge physique, avec notre âge biologique. On est ailleurs. Alors la personne qui a 80 ans et quelques, ça se trouve, elle a encore, quand je l'ai rencontrée, c'était la personne de 30 ans qui parle, ou de 40 ans, 45 ans, ou même quelquefois de 15 ans. J'en sais rien, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, je peux imaginer qu'il y a des allées et venues un peu dans différents espaces-temps. Propre à une personne, et une personne même très âgée, et elle ne va jamais renoncer finalement à son appétence pour la vie, et son appétence pour l'engagement, défendre ses idées, défendre son territoire, défendre ses possessions, défendre ses réticences, défendre son exclusive, défendre sa misanthropie, défendre, etc. Voilà, donc j'ai fini sans être satisfait, mais c'est comme ça dans mon corps. Voilà, j'ai pas réussi à traiter ça. Et voilà, donc je suis arrivé à 1 heure, c'est bon. C'est bon, ça suffit pour le moment. Et comme quoi, il peut y avoir de la part de celui qui va traiter d'un sujet une sorte de prétention. Et voilà, et après, il se rend compte qu'il a été un peu trop optimiste et il a présumé de ses capacités. Voilà, et le résultat va lui finalement apprendre à être un peu plus dans la mesure et dans une sorte de réserve. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais continuer et je vais partir sur d'autres considérations. J'arrête là et à bientôt.